Bon, alors on va essayer de réfléchir à la question que je me suis posée. Excel est-il notre ennemi? Alors, avant de répondre à cette question, qui est une question piège, bien sûr, un peu comme un sujet de philo, il ne faut pas se laisser enfermer dans la question. Je vais d'abord me présenter. Donc moi, je suis François Gervais. Alors, dans toute la journée, on a eu beaucoup de techniques, de technologies, de technicité. Moi, j'ai un profil qui est un profil d'entreprise, un profil comptable. Donc, dans l'accompagnement que je peux avoir dans les entreprises, je suis beaucoup plus par rapport à tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui côté métier et côté organisation que côté technologie, où il y a beaucoup plus de gens, beaucoup plus talentueux que moi. Donc, je viens d'un cursus expertise comptable. J'ai fait une bonne partie de ma carrière du côté obscur de la force, c'est-à-dire chez des distributeurs et des intégrateurs de solutions de gestion, et particulièrement dans le monde Sage. Et je suis consultant indépendant depuis maintenant 2016 pour aider les entreprises dans leurs choix informatiques et les accompagner sur leurs projets. J'ajoute que je suis consultant labellisé pour l'opération Industrie du futur, qui est l'opération que la région a mis en place pour aider les entreprises industrielles à développer leurs compétences digitales. Alors, ça c'est le petit sondage que j'avais posté sur LinkedIn qui fait que je n'ai pas écrit à Bill Gates pour lui dire d'arrêter Excel. Pourquoi je me suis posé cette question, Excel est-il notre ennemi? C'est parce que quand j'interviens dans les entreprises, en règle générale, je mesure la maturité digitale, non pas au sens où les gens font des tableaux, etc., mais au sens où vraiment il y a une réflexion sur la donnée et la valeur de la donnée dans l'entreprise. Je la mesure au nombre de tableaux Excel que je vois. C'est-à-dire que quand j'arrive dans une entreprise en première audit, je demande aux personnes le nombre de tableaux Excel qu'ils utilisent, je demande de les montrer et j'ai une vue à peu près immédiate de l'étendue du travail qu'il y a à faire et du type de travail qu'il y a à faire. Parce qu'on peut avoir beaucoup de tableaux Excel et être une entreprise très bien structurée, même si l'informatique n'est pas efficace. Je rencontre vraiment de tout. Mais dans tous les cas, quand on a plein de tableaux Excel dans tous les sens, on sait que c'est une source de progrès. Donc, on peut se poser la question, est-ce que le fait de faire plein de tableaux Excel, c'est mauvais? Et dans ce cas-là, Excel est-il notre ennemi? D'où le titre. Donc, j'ai fait un petit sondage LinkedIn. Alors, j'ai eu 25 réponses, donc je me suis dit que pour faire des vues, j'aurais mieux fait de faire un sondage sur les petits chats. J'aurais peut-être eu un peu plus de monde. Mais c'est assez partagé avec quand même pas mal de gens qui veulent sauver Excel. Quand même 41%, dont moi, qui ont payé le tueur à gage. Bon, du coup, j'ai perdu la compte et j'ai dû le rappeler. Alors, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous tuez Excel ou est-ce que Excel est... On a quelqu'un sur le chat qui dit « Il me sauve souvent, mais la moitié du temps, il faudrait le tuer. » J'aime beaucoup, j'ai pas le prénom, mais j'aime beaucoup. Je vais aller dans le sens de cette personne au fur et à mesure qu'on avancera ensemble. Je vais aller dans son sens. Médéric qui nous dit ça. Oui. Et je ne fais pas forcément tout dessus, mais je fais beaucoup de choses dessus parce que je... Ouais. Donc vous ne payez pas le tueur à gage. Ah, surtout pas. Bon. Ou je paye un tueur à gage pour tuer ceux qui ont payé le tueur à gage. Pour moi, c'est un complément. Chose qu'on ne peut pas faire dans Power BI, mais un complément dans Excel. Ouais. Sympathique. Alors, tueur à gage ou pas? À petite et moyenne échelle, ça va. À trop grosse échelle, avec 10 minutes de calcul, là, c'est bon, ça passe. C'est... Excel nous sauve, mais des fois, c'est vrai qu'on atteint les limites de l'outil, et soit il faut bifurquer sur un autre outil, mais en général, quand même, Excel, on l'utilise au quotidien. Bon. Oui, moi aussi, hein, je l'utilise au quotidien. Moi, je l'utilise pour des choses simples. Et sinon, après, c'est CRM. Et Anne-Sophie? Moi, j'utilise pour des choses relativement simples aussi. Ensuite, on a mis en place tout ce qui est Power BI. C'est bien plus pratique. Ok, alors donc sur le chat,
On a donc Muriel qui nous dit bah, finalement il automatise les saisies, ça peut être très utile pour les assistantes. Et on a Médéric qui reprend en disant le problème c'est qu'on est trop habitué à lui alors qu'il nous crée souvent des problèmes ensuite à la saisie. Je plus. Voilà. Médéric, François est vraiment convaincu. Hein. Alors, ce que je vois quand j'interviens, en fait, alors moi j'interviens par rapport aux entreprises et aux personnes qui sont là, moi j'interviens sur de la PME, 20, 100, 200 collaborateurs. Donc je ne suis pas sur du grand groupe et ainsi de suite. Donc vraiment, j'ai là-dessus. Donc quand j'interviens, qu'est-ce que je vois? Bah, souvent, je vois un ERP qui a été mis en place, parfois il y a un certain temps, avec un historique qui est ce qu'il est. Et en fait, les outils Microsoft et notamment Excel, souvent, ils sont mis en place pour compenser les manquements fonctionnels qu'on a dans l'ERP de base. J'ai un client en tête, par exemple, où il a un ERP qui est, il est plus qu'ancien, il est très ancien, il est sur un système de base de données que ceux de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et ben, tout le système de gestion de la qualité, de la recherche et développement, des nouveaux produits, le contrôle qualité, les certificats, donc la moitié de ce qu'est le travail normalement d'un ERP est sur une application spécifique qui a été développée en parallèle à côté au fur et à mesure parce que l'ERP ne savait pas traiter ça. Et ça, c'est ce que je vois énormément dans les entreprises, c'est-à-dire un ERP qui fait certaines choses plus ou moins bien et les manquements qui sont compensés avec Excel. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Une belle infographie, je le cite, qui est avec l'autorisation de Christophe Coupet. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Christophe Coupet et qui ne connaissent pas le site Digital Inside, s'il y en a encore, c'est une mine d'or pour tout ce qui est compréhension de l'offre Microsoft 365. Les outils sont expliqués sur ce qu'ils font de manière très synthétique. Moi, quand j'arrive en clientèle et que je détecte un besoin, je me sers de son infographie pour me dire est-ce qu'on creuse ou est-ce qu'on ne creuse pas cette solution-là. On aura un exemple tout à l'heure où j'ai creusé l'une de ces solutions-là. Alors, qu'est-ce que je vois le plus dans mes missions? Dans les fichiers Excel, alors j'ai fait un petit parade, j'ai repris tous les cas où j'avais vu plein de fichiers dans tous les sens. Celui que je rencontre le plus souvent, c'est Excel comme fichier client. Alors ça, c'est une joyeuseté, on va en reparler absolue. Je vois pas mal Excel comme outil de facturation. Je l'ai vu une seule fois en vrai de manière pertinente. Et je vois souvent Excel utilisé comme outil de workflow. Donc, parfois couplé à une espèce de mini CRM avec des suivis de devis ou des suivis de projets. Là encore, on va repartir pour un exemple. Alors, il ne s'agit pas, et on se l'est bien dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de dire que ces usages-là d'Excel sont forcément des usages mauvais. Dans la plupart des cas que je rencontre, ils ne sont pas du tout pertinents, mais on verra qu'il y a des cas où on a un outil qui permet de faire le job plus ou moins bien, mais qui permet de le faire, qui permet de le faire tout de suite, qui permet de le faire sans dépenser un rond parce qu'on l'a déjà, et qui permet de le faire de manière simple et maîtrisée par tous. Ça fait partie des avantages. Donc, il peut y avoir des cas où même créer un fichier client sur Excel, ce soit justifié. Ils ne sont pas nombreux par rapport au nombre de fichiers clients sur Excel que je rencontre. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Alors, le premier cas courant où Excel est mon ennemi, c'est le fichier client. Alors, pourquoi le fichier client, Excel est mon ennemi? Là, j'ai pris un bel exemple. Alors là, ce n'est pas un fichier réel. J'ai quelques exemples réels clients derrière. C'est pour ça qu'ils seront caviardés dans tous les sens avec du noir pour pas qu'on puisse identifier. Première chose, si on regarde l'exemple qui est là, vous voyez que vous avez le nom, le prénom, puis vous avez le statut, chantier en cours, terminé. Donc ça veut dire que cette boîte-là, elle ne fait qu'une seule chose à la fois avec son client. Première chose. Et deuxième chose, qu'elle perd complètement l'historique de ce qu'elle fait. Donc ça, c'est très souvent quand les personnes, et vous avez dû le rencontrer, mettent en place du fichier Excel, ils oublient complètement que fichier Excel, par définition, est un fichier à plat.
Et donc, on est totalement dans l'incapacité de gérer la complexité de ce que peut être même le suivi d'une offre. Vous êtes dans votre fichier Excel, si vous voulez suivre l'ensemble des relances que vous avez faites, et je vois des fichiers Excel où il y a ça, comment on fait? On rajoute des colonnes. Puis après, vous avez un fichier Excel où pour le lire, vous devez scroller sur, j'allais dire des milliers, non, mais des 150, 200 colonnes, j'ai déjà vu. Et pas si rarement que ça. Donc ça, c'est la première limite d'Excel utilisée pour ça. La deuxième limite, c'est la sécurité des données. Alors là, je ne suis pas un geek. Hein. Craquer un fichier Excel, je sais le faire, ça me prend 2 minutes. Craquer le mot de passe d'un fichier Excel, c'est assez simple, il faut le convertir, il faut rouvrir un fichier un peu technique, il faut aller lire dedans ce qu'il y a sur le tuto que vous avez chopé sur Google, il faut le changer, l'enlever, et puis hop, le fichier s'ouvre tout seul. Donc le fichier Excel, il n'est absolument pas sécurisé. Il n'est pas sécurisé à 2 niveaux. Le premier niveau où il n'est pas sécurisé, c'est la confidentialité des données. On en reparle un petit peu plus bas dans le thème. Le deuxième niveau où il n'est pas sécurisé, c'est sur la qualité des données. Alors, j'ai un exemple très concret. Vous avez un fichier qui est sur du 365 partagé, d'accord? Le 365, il est sur un tenant qui est dans un cloud quelconque. Les utilisateurs sont dans le pays et il y a un utilisateur qui est dans un desk en Office déporté sur l'île, par exemple. La maison mère étant en Hollande. Il y a un problème de latence de réseau très important entre les deux. C'est-à-dire qu'en gros, quand l'utilisatrice à l'île, elle met à jour son fichier client, si elle ferme son Excel tel quel, ou qu'elle n'attend pas bien les 5 minutes qu'il faut, le fichier central, il n'est pas mis à jour. Quelqu'un d'autre pique le numéro, ça met un bazar monstre. Donc, même si on a du travail collaboratif sur les solutions 365, quand c'est du travail collaboratif d'enrichissement, de commentaires, de travailler ensemble sur un fichier Word, où on fait du vrai travail collaboratif, mais on ne va pas toucher à la qualité de la data qui éventuellement peut être réutilisée après pour du Power BI, si on va toucher à la qualité de la data, on n'est pas sur un usage fiable, pour être très clair. C'est-à-dire que vous avez parfaitement, s'il y a des latences réseau ou le cloud qui rame un peu, etc., la possibilité que quelqu'un prenne 2 fois le même numéro, alors que théoriquement, on a fait en sorte que ce ne soit pas possible. Donc ça, c'est le problème de sécurité. On a évoqué rapidement le problème de fiabilité. Le plus gros problème qu'on a dans le fichier client, c'est le respect du RGPD. Et alors là, à chaque fois que j'entends parler de ça, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit oui, le RGPD, encore un truc qu'on nous a rajouté pour nous embêter, machin, etc. Alors, moi, je le prends par un autre morceau. Et quand je vois ce fichier-là chez des clients, je leur pose une question toute simple. Combien de temps vous mettez pour finaliser le fichier d'envoi de vos vœux en fin d'année? Voilà. En règle générale, vous avez un fichier central, et puis on fait le tour de tous les commerciaux. Ouais, t'as rien à rajouter sur le... Ah bah si, parce que j'ai pris ma base, mais il faut que je rajoute machin, un tel. Ah oui, puis je voudrais bien envoyer les vœux à un tel, et ainsi de suite. Et en fait, on s'aperçoit que le fichier client, qui est censé être un fichier Excel partagé, qui est en centrale, bah vous avez le fichier qui est en centrale. Vous avez à côté chaque commercial qui a son propre fichier, parce que c'est tellement rapide un fichier Excel à copier qu'il l'a copié pour être tranquille, pour pouvoir bosser chez lui sans se connecter, pour l'avoir quand il est dans sa voiture au fin fond du Cambrésis par chez nous, etc. Et du coup, la comptable, elle sait que l'adresse du client a changé, le commercial, il n'est pas forcément au courant. L'information, elle est en silo, mais normalement, on est déjà bien embêté avec une information en silo entre le commerce et la production, mais là, on a de l'information en silo au sein même du commerce. Bon, à titre personnel, j'ai travaillé dans une entreprise où la réconciliation, comme quoi les cordonniers, la réconciliation du fichier pour faire les vœux, c'était un travail qu'on commençait début novembre. Et qui se terminait au ras de la période de politesse pour les envoyer. Hein, parce que des fichiers, il y en avait partout. Je rappelle rapidement au niveau du RGPD, que vous devez être en capacité, quand vous avez des informations personnelles, à partir du moment où un client vous demande de changer une information ou de la supprimer, vous devez être en capacité de le faire sur l'ensemble des données,
que vous avez et qui le concerne, 2 que vous avez confié à des tiers et qui le concernent. Si je dis à mon opérateur télécom que je ne souhaite plus être sollicité pour des appels publicitaires, il faut qu'il mette à jour son fichier en centrale, il faut aussi qu'il mette à jour le fichier qu'il a envoyé en Afrique. Par expérience, ce n'est pas gagné. Donc voilà, ça c'est ce que je rencontre le plus couramment. Le fichier client qui est là, et là on parlait, je discutais avec quelqu'un tout à l'heure sur la manière d'expliquer en quoi un CRM c'est efficace, même si on ne met pas du market automation, du machin, etc. Juste le bénéfice d'avoir une information client unique, partagée, au même niveau pour tout le monde. Ben, rien que ça, sur les CRM de base qui font ça au prix qui coûte par personne, on est rentable. Voilà, y a pas... On est rentable juste sur ce que ça coûte pour envoyer les vœux à la fin de l'année. Des remarques avant que je continue? Non, Janine, t'inquiète pas. Alors, la deuxième chose que je rencontre assez régulièrement, alors de moins en moins quand même, j'ai encore crié mon petit frère qui fait ça la semaine dernière, c'est la facturation sur Excel. Alors, sur le fond, Excel sera un très bon outil pour faire des factures. Si on considère que le fait de calculer, d'éditer des factures, c'est une feuille de calcul, donc il fait ça très bien. Sauf que, et le respect du droit. Parce que la facture, elle est soumise à des règles de droit qui ne sont pas que les mentions qu'il y a dessus. Bon, celle-là, elle est complètement hors course avec les mentions qu'il y a dessus, mais c'est un exemple du web, donc on lui pardonnera. Par contre, il ne faut pas oublier que la facturation doit respecter des règles fiscales, notamment de traçabilité, d'invariabilité, de blocage, et ainsi de suite. Ce que, on l'a dit tout à l'heure, vous ne faites absolument pas avec une feuille Excel. À partir de 2022, et en fonction de la taille jusqu'en 2026, je crois que ça vient d'être décalé, on a la facture électronique qui devient obligatoire, mais qui de toute façon est de plus en plus pertinente. Je n'ai rien contre nos amis de la Poste, mais enfin, il faut savoir que quand vous envoyez une facture en PDF aujourd'hui, c'est une tolérance fiscale que sur le fond, elle n'a absolument aucune valeur légale. On est toujours sur notre problème de sécurité, c'est-à-dire que la fiscalité va exiger qu'à partir du moment où votre facture, vous l'avez envoyée au client, elle soit inamovible. Donc tous les logiciels de facturation un peu sérieux du marché, mais je crois qu'il n'y en a plus des pas sérieux, ou je ne les connais pas, font ça. Votre facture Excel, vous ne pourrez jamais montrer au contrôleur des impôts que vous n'avez pas bricolé votre facture après. Ça, c'est mort. Un point important, la réexploitation des données. Alors, j'ai déjà entendu des spécialistes qui m'expliquaient que si, avec les outils modernes, on sait aller lire une facture comme celle-là pour réexploiter les données, pour faire de l'analyse de données. Ouais, non mais techniquement, je pense que c'est possible. On l'a vu dans la conférence juste avant. Est-ce pertinent? Je laisse la question en suspens et je vais laisser les spécialistes répondre. À titre perso, je ne suis pas persuadé. Donc non, arrêtons de faire les factures. Là encore, un bon outil de facturation qui fait des factures simples, ça ne coûte pas cher et c'est forcément rentable à terme. Le dernier usage que je vois souvent, alors après je parlerai d'un autre juste après qui est un petit peu celui qu'on avait évoqué, que je n'ai pas formalisé, c'est les workflows. C'est-à-dire que c'est là qu'on arrive. Bon, moi j'ai un client par exemple qui fait ça. Il a un ERP qui fait de la production. Mais entre deux étapes de production, selon ce qu'il produit, il a des temps de séchage des lots. En clair, il imprime, il fait des films et il embobine. Mais s'il imprime, qu'il filme et qu'il embobine trop vite, c'est mort. Son ERP ne le fait pas. Ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a un beau tableau Excel avec, quand il a produit un lot, le numéro de lot, le moment, la date, l'heure où il a été produite. Et puis toutes les heures, il active un fil pour savoir les lots qu'il peut sortir pour rebalancer sur la machine suivante. Le temps que les gens qui font le logiciel de la maison en Espagne réagissent. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je vois relativement souvent. Je le vois beaucoup aussi pour des gens qui ont des ERP qui sont un petit peu light en contrôle qualité. C'est-à-dire que en ce moment, vous avez une forme d'inflation des normes de qualité un petit peu partout.
Et vous imaginez une entreprise qui fabrique un produit relativement basique, donc elle met en place un logiciel qui fait le basique sans contrôle qualité particulier, et puis à un moment, elle peut, c'est un dossier sur lequel je travaille en ce moment, elle capte le secteur aviation. Alors passionnant le secteur aviation, beau produit, belle marge, sauf que quand vous mettez les doigts dans le secteur aviation, là la norme qualité et traçabilité, en plasturgie par exemple, ils exigent les numéros de lot sur 3 niveaux de réemploi. Donc, si vous avez ça et que vous n'avez pas un ERP qui a de la... Bon, ben vous ne l'avez pas, le ERP. Et puis, vous avez le directeur commercial qui dit « ça y est, on a signé le marché avec Safran ». Vous n'allez pas dire « je me vois mal dire à un directeur », on en a en tête, « non, l'informatique vous dit que vous ne pourrez pas prendre ce marché-là ». Non, mais c'est pas possible. Bon, ben là, vous voyez, ben, la solution de contournement, c'est un truc que son patron m'a dit, faites ce que vous voulez, mais moi je veux pas entendre ça. Et puis, il a absolument raison. Il a absolument raison. Bon, ben là, on met en place une solution de contournement. Le problème, c'est que cette solution de contournement, souvent, si vous l'avez un peu dit, elle devient pérenne. Et on se structure autour de ça, au lieu de se dire, ben, on doit passer donc... on met une rustine parce que c'est tout, on ne va pas refuser un marché parce que... Mais après, la rustine, faut peut-être se dire comment on enlève la rustine pour mettre une chambre à air un petit peu plus solide, quoi. Voilà. Alors après, j'ai un dernier usage que je vois de temps en temps, des tableaux Excel. Et je le vois sur 2 publics. Alors, on a parlé d'un type de public tout à l'heure, mais j'ai un autre type de public, moi, en tête. C'est un peu l'idée de quand je fais un tableau Excel, je travaille. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un monde qui bouge énormément. Et moi, je vois beaucoup ça chez des directeurs commerciaux qui n'ont pas bien compris les évolutions qu'il peut y avoir dans le monde actuel, etc. Où en fait, ils se rassurent en faisant des tableaux Excel dans tous les sens pour suivre les marges, etc. Et puis, ils arrivent en codir avec des tableaux qui donnent des marges dans tous les sens, où en général, le comptable dit derrière « non, ce que tu me donnes, c'est pas bon ». Et ça, c'est un usage du tableau Excel qui est certainement le plus mauvais. C'est que on a l'impression quand on fait des tableaux Excel qu'on bosse. Moi, ça m'est arrivé une fois quand j'étais beaucoup plus jeune où j'avais embauché une personne qui faisait de la télépro et j'avais pas vu qu'elle avait la trouille de le faire en fait. Et en fait, elle se rassurait en préparant des listes d'appels à faire. Bon, au bout d'une semaine de liste d'appels à faire, je me suis dit que peut-être ça allait pas, quoi, mais et elle se rassurait, elle avait l'impression qu'elle travaillait. Et alors, avec Word, c'est plus compliqué de faire ça. Mais c'est un des usages d'Excel qui est les plus mauvais, mais qu'on rencontre aussi parfois dans les entreprises. Alors, pourquoi on rencontre ça? Parce que les gens n'ont pas de plaisir à faire ça sans rien. Alors, on l'a déjà un peu évoqué, il y a des bonnes raisons. La première bonne raison, c'est le besoin d'agilité. Je dois prendre le marché, mon ERP ne sait pas faire ça, ça ou ça, ou alors... Et j'ai eu le cas chez un client, il avait un ERP qui ne savait pas faire, par exemple, gérer de la location de matériel. Il faisait de la maintenance de matériel industriel et il voulait commencer à faire de la location de matériel industriel, voire de louer les parties du matériel industriel qui étaient soumis à de la maintenance en permanence. C'est-à-dire qu'en clair, il louait des bus d'injection à air comprimé et au lieu de les vendre et puis de demander à son client de les ramener au bout d'X heures de fonctionnement pour les rectifier, il les louait. Il suivait l'usage et puis il assurait le remplacement en permanence comme on fait pour les copieurs. Son ERP ne savait pas le faire. Est-ce qu'il allait changer l'ERP alors qu'il voulait simplement tester le marché? Bien sûr que non, il ne va pas remettre en cause tout un système informatique. Donc dans ce cas-là, il est très pertinent de choisir un outil souple pour suivre les locations, etc. Le truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que si on décide que l'essai il est concluant et que derrière on continue, de mettre en place ce qu'il faut pour que ce ne soit plus du tableau Excel pour toutes les raisons qu'on a vues. La deuxième bonne raison, c'est que c'est un outil simple, qui peut être aussi la moins bonne. C'est un outil simple et la compétence est largement partagée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez un process d'exception sur un tableau Excel, quelque part, vous n'avez pas formé la majorité des utilisateurs. Dans le pire des cas, il faut leur expliquer comment ils font un filtre s'ils ne l'avaient jamais fait.
mais le tableau Excel qu'on a fait pour suivre une location, par exemple, n'importe qui il est capable de le prendre en main très très vite. Ce n'est pas forcément le cas d'applications plus compliquées ou plus spécialisées. Il y a une souplesse de fonctionnement. Je reprends mon exemple de location. On est en test. On se dit au départ, j'aurais besoin de telle donnée, telle donnée, telle donnée, telle donnée pour suivre mes locations. Mais au bout de un mois de test, on s'aperçoit que tel client il est en retard. Bref, on s'aperçoit que les données qu'on a mises au départ, elles ne vont pas. Excel permet assez simplement de rajouter des colonnes, de modifier les données, de retrier, de supprimer des données inutiles. Quand vous avez tout implémenté dans un ERP, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, quelque part, dans une démarche d'agilité, l'utilisation d'Excel comme un petit peu maquettage du futur système d'information, c'est quelque chose de pertinent. On verra après quelles sont un petit peu les limites. Et le dernier point, c'est un coût de mise en place qui est quasiment inexistant, puisque Excel est présent dans toutes les structures. Dans l'offre 365 de base, vous avez Excel qui est dedans, donc n'importe quel poste de travail, en toute logique, il a un Excel. Après, s'il a encore un Excel 95, ça peut être un autre souci, mais bon. Donc ça, c'est les bonnes raisons qui font qu'on choisit Excel pour des choses qui normalement ne devraient pas être dedans. Alors, il y en a des moins bonnes. La première, c'est la méconnaissance de tous les autres outils possibles. C'est-à-dire que moi, je rencontre énormément de personnes, je dis pourquoi vous faites ça sur Excel? Alors, le summum qu'on peut avoir, c'est pourquoi vous faites ça sur Excel alors qu'ils ont le RP qui a les fonctionnalités. C'est juste au moment où il a été mis en place, ça n'a pas été mis en place, ou le consultant qui venait juste d'avoir un BTS et puis qui avait lu le mode d'emploi rapidement 24 heures avant de faire l'implémentation de l'ERP, bon, ça ne se fait plus maintenant, mais ça s'est fait à un moment, il ne la connaissait pas. Donc bref, on fait sur Excel un truc qu'on pourrait parfaitement faire de manière native dans l'ERP et qui se fait simplement. Ou alors la méconnaissance des outils 365 qui existent. Il y a des formulaires qui permettent de faire de la prise de données de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus sexy que de l'Excel et ainsi de suite. Autre problème qu'on peut avoir, c'est de la formation. C'est-à-dire que les personnes font sur Excel parce qu'elles le maîtrisent, elles ne vont pas sur d'autres choses parce qu'elles ne le maîtrisent pas. On va rejoindre après la notion de conduite du changement. Après, on a les habitudes qui sont difficiles à modifier. Et là, sur les tableaux Excel, il y a de deux sortes. Il y a le cas classique qui est « je suis sur Excel, je maîtrise, si je passe sur autre chose, est-ce que je vais y arriver ?» C'est quelque chose d'assez courant. Et à ce sujet-là, moi, je suis toujours très, très surpris. Je vois des personnes qui bloquent sur le fait de changer d'Excel vers un autre outil ou vers une base de données spécifique ou vers quelque chose, et qui font dans leur métier quotidien des choses infiniment plus compliquées. J'ai en tête une commerciale dans le bâtiment, dont on va parler après, qui maîtrise les sujets techniques, les échanges avec ses clients sur des détails techniques de porte-fenêtre, etc., de trucs que je suis obligé d'être attentif pour comprendre, et pourtant je suis un peu bricoleur. Par contre, quand il s'est agi de lui faire quitter son tableau Excel où elle notait les appels des clients pour les rentrer dans une base de données où c'était partagé par tout le monde et surtout où on croisait le fait qu'il n'y avait pas déjà le client qui avait rappelé l'an dernier, ça a été un grand moment de panique, quoi. C'est quelque chose qui est surprenant, mais bon, c'est nature humaine. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que les personnes qui font des tableaux Excel gèrent leurs propres données. Et donc, elles ont ou la réalité ou le sentiment de la maîtrise de leurs données, et quelque part, elles soignent un peu, moi je l'observe assez souvent, elles soignent un peu leur précaré. À partir du moment où on quitte l'Excel, qui est son Excel, pour des outils de partage de données, quelque part, où on partage sa connaissance, où on est obligé d'expliquer à tout le monde d'où vient sa connaissance et comment on l'établit. Je dis que tel client, il fait autant de marge par mois. Ah ouais, mais si moi je dis qu'il fait ça par mois, que la compta me dit que c'est pas vrai, il y en a forcément. C'est que des sous, quoi. Hein, donc ils rentrent, ils sortent, mais plus la compta c'est en partie double, donc on peut rien oublier.
c'est qu'on ne parle pas de la même chose. Et souvent, c'est relatif à ça, et c'est pour ça que des personnes veulent garder leur tableau Excel, c'est parce que, ah oui, non, mais moi, mon calcul, je sais qu'il est bon, mais pas celui du voisin. Donc ça aussi, c'est une mauvaise raison. Alors, on a Muriel qui valide à 100%. Elle dit les gens rodés à Excel peuvent devenir très vulnérables face à un nouvel outil. Et ça, je partage totalement parce que j'en forme beaucoup. Et en effet, dès qu'on passe à autre chose, c'est compliqué. Et enfin, on a les outils disponibles qui ne sont pas remis en cause. On ne va pas se dire on va changer le ERP pour arrêter. Enfin, on se le dit de temps en temps, sinon je ne mangerai pas tous les jours. Mais on ne va pas se dire tiens, je vais changer mon ERP parce que mon ERP plus tout le travail que je fais à la main sur Excel, à un moment, il faut se poser des questions. On va rester sur les habitudes de travail qu'on avait. Alors, comment on choisit si on utilise Excel ou pas? Si on le jette ou pas? Alors, là, je suis sur des opinions personnelles et je sais que tout le monde ne les partage pas. Mais ce sont les miennes et je les partage avec moi-même. Ce qu'Excel n'est pas une base de données. Alors, j'ai entendu, mais si, avec les nouvelles capacités, on peut gérer des milliers de lignes. On ne sait pas gérer un schéma relationnel, on n'est pas une base de données, on est un fichier à plat perfectionné. Ça peut avoir sa pertinence dans certains usages. Moi, j'ai déjà vu des posts de personnes qui disent « Oui, je fais sur Excel des analyses de fichiers comptables de 1 million et des brouettes de lignes. » Bon, après, chacun passe ses soirées à ce qu'il veut. Non, Excel n'est pas une base de données. Donc, qu'on l'utilise pour un besoin léger, ponctuel, de maquettage, moi, j'utilise Excel, par exemple, parfois quand on fait des migrations, c'est vrai qu'un tableau Excel intermédiaire, ça permet de réviser un fichier de manière souple, ça permet de le recaler, de faire des contrôles en fin de colonne, quelle est la plus forte des deux, enfin, on peut faire plein de choses, mais c'est vraiment un usage ponctuel. En usage commun, c'est certainement pas une base de données. J'ai pas réussi à faire copier ça. On a quelqu'un qui nous dit, alors j'ai pas le prénom, qui nous dit il faut vraiment passer un temps important sur les bénéfices liés pour soi, avant même les bénéfices pour l'entreprise, sans quoi c'est vraiment extrêmement compliqué. Et elle nous dit aussi avec Power Pivot, on fait du relationnel quand même, ça je suis d'accord. C'est vrai. Et Muriel qui nous répond également, je me permets aussi de rajouter, parfois j'ai observé que les utilisateurs pensent que les informaticiens sont archi calés dans l'utilisation d'Excel ou autre dans la bureautique. Et ça, c'est vrai que souvent, on a cette impression-là, mais ça n'est pas vrai. Un informaticien n'est pas calé sur Excel. Déjà, un informaticien, en soi, ça ne veut rien dire. C'est ça, il y a plein de métiers. C'est ce que j'explique aux gens qui m'invitent à l'apéro pour que je dépanne leur ordinateur. Exactement. Alors, deuxième chose, penser outils. Alors là, tout ça, alors moi, je ne suis pas technicien, donc tout ça, c'est que des outils. Donc, Excel n'est qu'un outil. Quand je dis penser outils, c'est simple. Vous allez chez Leroy Merlin ou Castorama, pour ne pas en léser un des deux. Vous voulez acheter un marteau. La première chose que le vendeur, ou alors il a un marteau sur lequel il marche comme un malade, il va vous séduire. Mais normalement, il va vous demander c'est quoi le clou que vous voulez planter. Et énormément de problèmes qu'on peut avoir dans l'implémentation des outils informatiques, et notamment dans l'utilisation d'Excel quand elle n'est pas opportune, c'est qu'on n'a pas pensé en termes d'outils. C'est-à-dire qu'on a commencé par l'outil et après on se dit comment je vais mettre mon besoin dans l'outil. Mais s'il y a des gens qui écoutent et qui sont un minimum bricoleurs, vous pouvez parfaitement scier avec une râpe. Ça va vous prendre un certain temps. Ce ne sera pas du tout efficace. Donc, vraiment, moi, j'aime cette analogie avec les outils parce qu'en plus, globalement, elle est assez claire pour tout le monde. On réfléchit d'abord à ce qu'on doit faire et après, on se demande quel outil on doit utiliser pour le faire. Et c'est valable en cuisine, c'est valable en bricolage et c'est valable en digital aussi. On rejoint le problème de formation qu'on avait évoqué avant. C'est-à-dire que si vous arrivez dans le magasin de bricolage et que vous ne savez même pas ce que c'est qu'un marteau, pour le choisir, vous allez être un peu embêté. Donc, il y a un minimum de connaissances en amont au moment où on fait des choix d'outils. Et après, on va se poser la question de est-ce qu'il est pertinent de laisser les utilisateurs choisir leurs outils tout seuls. Je pense que ça a été le thème de certaines autres conférences d'ailleurs. Donc, pensez outils. Et après, pensez rentabilité.
C'est le comptable qui parle. Alors, rentabilité, ça veut dire quoi? C'est un sujet qui est un petit peu compliqué et que je vois beaucoup, moi, dans la résistance au changement. Évidemment, quand on choisit un outil, on doit penser rentabilité, mais rentabilité globale, c'est-à-dire rentabilité pour l'ensemble de l'entreprise. Je vais donner un exemple concret, alors là, qui ne concerne pas Excel, mais qui s'appliquerait à Excel aussi. Je suis en train de suivre un projet de digitalisation de factures d'achat. Et j'ai un coup de fil de l'assistante de la responsable des achats, celle qui relie les factures au bon de livraison avant de les valider pour vérifier qu'elles sont bonnes, et qui me dit « Ah, votre outil, ça ne marche pas. En fait, je ne gagne pas de temps. » Je dis « Mais j'ai jamais dit que vous alliez gagner du temps. C'est là, là et là et là qu'on gagne du temps. » Mais en fait, à partir du moment où on a mis l'outil, la personne, bon, après elle est intelligente, je lui ai réexpliqué, il n'y a pas eu de souci, mais ce n'est pas toujours le cas. La personne, elle a cru que forcément l'outil devait lui faire gagner du temps à elle. Mais en fait, l'outil, elle, il lui en a pas fait perdre, on est à isopérimètre pour elle, parce que, bah, je veux dire objectivement, hein, entre pointer une facture papier et la pointer à l'écran, il n'y a pas de grand écart de temps. Par contre, bah, la facture, elle est classée, il n'y a plus à la mettre dans les classeurs. Quand on doit la rechercher pour le commissaire aux comptes, il n'y a plus à aller la ressortir, à aller aux archives et ainsi de suite. Le gain de temps, il est là. Et quand on choisit l'outil, il faut penser à la rentabilité, mais c'est une rentabilité globale. C'est-à-dire qu'au moment où on choisit Excel pour faire un travail, on choisit un outil qui est un outil individuel, dont forcément les données seront un peu compliquées à partager avec d'autres. Et le plus souvent, ça se terminera en je prends ton Excel et je retape à ma sauce les données. Et bon, je sais bien que recopier des données d'un Excel vers l'autre, c'est travailler quand même, mais je ne suis pas sûr que ce soit le travail le plus efficace. Donc, penser rentabilité, ça veut dire, quand on se dit est-ce que je fais un tableau Excel ou pas, si on se dit je fais un tableau Excel, c'est comment je le fais pour qu'il soit réexploitable par les autres de manière simple. Est-ce que, par exemple, la donnée qui est là, moi, je ne la mets pas, mais est-ce qu'en la mettant, bah, je ne faciliterai pas le travail du directeur commercial, etc. Donc, même si on choisit de poser des éléments sur Excel, on doit penser que ben, c'est un investissement en temps. Ce n'est pas le prix de la licence, hein, c'est le prix du temps que je passe à faire mon tableau, et que cet investissement en temps, il doit être le plus rentable pour l'ensemble de l'entreprise. Pour le mettre en œuvre, alors, pensée documentation. J'interviens souvent et on me montre des tableaux Excel, mais il y en a certains que je mets du temps à comprendre. Le vôtre n'était pas le pire que j'ai vu. Ah bon, bah alors... Non, il y en a des... Alors, le vôtre n'était pas le pire. Parce qu'on en a un peu chez nous quand même. Oui, il est bien, mais vous vantez pas comme ça, c'est pas le plus beau que j'ai vu. Souvent, ce qu'on voit, c'est vous avez une entreprise, elle a un besoin, le RP ne le fait pas. Et puis, on a un stagiaire un peu génial. Et le stagiaire un peu génial, bah, il va pondre ou un tableau Excel avec moult VBA dedans. J'utilise VBA, je n'ai pas de souci avec ça. Ou alors une belle base Access qu'il aura fait avec son idée à lui de personnes qui démarrent dans une vie professionnelle puisqu'il est stagiaire, enfin, j'espère pour lui. Et il n'y a rien qui est documenté. Et après, ça m'est arrivé d'en reprendre. Et puis l'entreprise me dit alors, pour faire évoluer ça, ben, il y a déjà 2 ou 3 jours pour que je comprenne quoi. Pour que je déroule, pour que je comprenne comment c'est fait, pour voir comment on convertit les données de manière un peu intelligente, etc. Quand ce n'est pas des choses qui sont encapsulées, qui ont complètement disparu, et dont on ne sait même plus comment elles ont été faites. Donc, quand on met en œuvre, on documente. Et la documentation est importante. Alors, elle peut être plus ou moins technique. Là, évidemment, pour la photo, je suis allé rechercher un gros paquet pour l'image, mais elle peut être plus ou moins technique. Mais on documente ne serait-ce que pour que les collègues ils puissent profiter aussi de ce qu'on a mis en place. Deuxième chose, on pense sécurité. C'est-à-dire que le principal problème qu'il y a dans les tableaux Excel quand on l'utilise pour de la data, c'est que très souvent, on a une saisie qui n'est absolument pas contrôlée. Donc, je prends l'exemple d'un fichier client où vous notez des actions que vous avez faites pour le client. Et puis, vous allez me dire, ah mais si, j'ai une clé unique, j'ai bien mis le compte client comme dans notre ERP devant. Ouais, mais on est des humains. Vous recopiez 200 lignes, 300 lignes, si vous le faites sans aucune erreur, moi, je ne sais pas faire. Je ne suis pas bon, je ne sais pas faire ça.
Donc forcément, à un moment, le nom du bonhomme, une fois il y aura la cédille, une fois il n'y aura pas la cédille, une fois entre le nom et le prénom il y aura un tiret, une fois un espace. Quand vous devez faire les vœux avec ça, vous vous retrouvez avec 3 ou 4 bonhommes différents alors qu'il n'y en a qu'un. Bon, et encore maintenant, on fait de moins en moins les vœux papier, donc on ne dépense plus les timbres en multiplication de ça. Donc on pense à la sécurité des données et on pense aux détails. Hop. Ah ben j'ai pas le son. Eh ben voilà, tu as partagé sans le son. J'ai partagé le fameux « si ça dépend, ça dépasse ». C'est un de mes leitmotifs en digital. Je refuse à l'informatique, et encore plus au tableau Excel, la notion d'intelligence. Alors, particulièrement moi où j'interviens dans des PME, bien évidemment, on va parler un peu différemment dans le cadrage des processus si on est chez Renault ou Stellantis. Mais une donnée informatique, elle doit être simple, les règles de calcul doivent être très simples, très lisibles. Si au moment où on fait son tableau Excel, mais c'est une règle générale de digitalisation, je demande au client, c'est quoi votre règle de calcul? Et que le client me dit, ah ben c'est ça, mais ça dépend. Alors, je peux me permettre de couper? On a sur le chat quand même quelques personnes qui réagissent, et c'est plutôt rigolo, donc je préfère le dire. Mais quelqu'un nous dit, le mieux, ce sont les codes couleurs. J'ai même vu des codes couleurs différents selon les utilisateurs sur des Excel partagés, sans légende, bien sûr. Merci de cet exemple très parlant. C'est Stéphanie qui nous dit ça, et en effet, elle dit reprendre un Excel après quelqu'un d'autre, le bonheur absolu. Et Muriel répond même pas en rêve, hein, pour elle. Voilà. Donc, si ça dépend, ça dépasse. J'ai souvenir une fois où on était j'étais avec un dirigeant d'entreprise, c'était dans de l'industrie. Et c'était sur du calcul il faisait tous ses calculs de marge sur Excel. Et l'idée, c'était de l'intégrer dans le RP. Et il me disait, ben, c'est simple, c'est ça. Je dis, non, on ne peut pas. Quoi, votre RP à ce prix-là, il fait pas ça alors que moi je le fais sur Excel? Ok, monsieur, donnez-moi la règle. Et en fait, il faisait sur Excel très bien, parce qu'à chaque exception, il adaptait la formule dans l'Excel. Non, l'ordinateur, il complète très bien l'être humain. L'être humain, il est très intelligent, mais il est globalement pas fiable. On copie 1000 lignes, on fait forcément une erreur, et il travaille à sa vitesse. L'ordinateur, il travaille vite, il ne fait pas d'erreur, mais il est complètement idiot. Les deux sont faits pour travailler ensemble, mais il ne faut pas que l'un pique le travail de l'autre. Voilà. Donc, si ça dépend, ça dépasse. Et moi, quand on me dit ça dépend, je dis ça, c'est pas dans l'informatique. On ne met pas ça dans un process, on se pose la question, pour décider, on a besoin de quoi comme information? On donne l'information, l'être humain intelligent prend la décision, on aura un exemple tout à l'heure, et injecte la décision dans l'outil. Il est rétif. Aïe. Alors, quelques cas clients. Je surveille l'heure, je vais accélérer un tout petit peu. Quelques cas clients. Alors, ça, ce sont des cas réels que j'ai traités. C'est pour ça que c'est caviardé, etc. Donc, j'ai une base de travaux, une entreprise qui fait de l'isolation, etc., de manière assez importante, enfin, pas un petit artisan, quoi, une dizaine d'équipes de poseurs. Un exemple de workflow et un cas de deviseur technique. Donc, base travaux, on a jeté Excel. On est en train, parce que c'est un chemin. Workflow, on garde partiellement. Deviseur technique, on garde et on optimise. Alors, quand on a de l'Excel et qu'on se dit que ce n'est pas pertinent, je n'ai pas de recette miracle. À chaque fois, il y a plusieurs solutions possibles, avec chaque solution des avantages, des inconvénients. Voilà, moi, je ne fais pas dans le miracle. Je le regrette parfois, mais... Donc, base travaux, je vais essayer de caler ça. Donc, entreprise de rénovation énergétique, clientèle de particuliers et de collectivités. En clair, ce sont des gens qui font la rénovation énergétique des immeubles de part et nord et ainsi de suite. Particularité, nombreux chantiers, équipes multiples avec contraintes d'optimisation. C'est-à-dire que quand vous faites du chantier de soufflage, vous ne faites pas un chantier en 4 jours, vous faites 3-4 chantiers dans la journée, donc avec nécessité d'optimiser les tournées, le chargement de la camionnette pour le nombre de chantiers, et ainsi de suite. Et
une énorme lourdeur de processus administratifs liés aux subventions, puisque les organismes qui subventionnent, la loi, elle bouge tout le temps. Donc les contrôles, les éléments qui sont demandés bougent tout le temps. Les organismes eux-mêmes, 10 organismes qui subventionnent, ils demandent 10 trucs différents. Et puis c'est un peu, l'administration française n'a pas le monopole de ça, hein. Les gens qui font les subventions, il y en a un qui demande le type du logement avec une certaine liste, l'autre la même information mais la liste est différente. Un cauchemar. Et donc actuellement, comment ils font? Ils gèrent ça sur des fichiers Excel. C'est-à-dire que, alors là j'ai pas mis les fichiers Excel hein, pour des raisons de confidentialité, mais en gros le fichier, vous avez l'adresse. Et puis après, vous avez le suivi du chantier, l'organisme, la personne qui va le suivre, etc. C'est le tableau qui est plus... Le tableau, il fait 150 colonnes. 150 colonnes avec des filtres, des macros, Ça maintient l'esprit en forme. C'est rigolo, ce petit smiley. C'est les gens qui en fait envoient quand ça les fait bien rire. Alors, donc problématique 1, alors 150 colonnes pour l'instant, parce qu'à chaque fois que vous avez un financeur qui dit « Ah oui, mais la loi a changé, maintenant il me faut ça en plus », on rajoute une colonne. Perte de données de travail en multi-utilisateur, parce que bon, certes, ils sont en 365, mais ils n'ont pas bien compris que travail collaboratif, ça ne pouvait pas dire que s'il y en a une qui changeait le truc, ça impactait le travail de l'autre. Le workflow de suivi de chantier qui est quasiment impossible à suivre, c'est-à-dire que de temps en temps, on est obligé de demander au concepteur du tableau, qui est le grand patron, d'expliquer comment ça marche et puis de refaire les macros pour qu'on sorte la liste du travail de la semaine suivante. Et lecture impossible pour un non-initié, mais même l'initié, des fois, il a du mal. Alors, qu'est-ce qu'on a fait chez eux? Bon, on est rassuré, déjà, on a mis du Power BI. Alors, par contre, non, je suis désolé, c'est Tristan qui a eu la formation. Oui, ça je sais, j'ai compris qui était le client. Voilà. Écoute, on n'a pas su répondre sur la date, c'est tout, on a perdu. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, ces gens-là ont un métier de base qui est isolation, menuiserie. Et ça, il y a des logiciels métiers, notamment pour les devis, qui intègrent les bibliothèques des fabricants, etc., qui font ça très bien. Donc, en cœur de métier, pour la gestion des achats, des ventes, la facturation, ils ont ça. On n'a pas trouvé sur le marché d'applications qui traitaient ce qu'il fallait. Donc, ils ont une compétence interne qui est plutôt pas mauvaise en informatique. Et donc, on est parti sur un spécifique, base SQL et Access en front office. Puisque quand le client doit être indépendant, la Power Platform n'offre quand même pas encore toutes les possibilités d'un bête access. Ça va venir, c'est le sens de l'histoire. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc, le client est en train de développer sa propre interface et son logiciel spécifique, pas pour le traitement des devis techniques, des beaux dessins de fenêtres qu'on envoie au client. En revanche, pour tout ce qui est traitement de l'aspect administratif, un CRM spécialisé dans le suivi des... Tu as encore combien? 10 minutes. 10 minutes. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Tu peux négocier un peu? Non, mais en fait, il se trompe sur les horaires. C'est pas grave. Non, mais ouais, ça fait 2 fois que c'est la remarque. Ça va. Pas les mêmes horaires. Donc, et alors, on est parti là-dessus. Donc là, moi, je suis. Donc la personne est techniquement. Ils ont une DAF qui techniquement est plutôt très avancée, qui est membre de plateforme Excel et ainsi de suite, qui a découvert SQL Access, qui les a très très vite. Et par contre, ils avaient un besoin complémentaire qui était du formulaire pour, par exemple, faire valider les chantiers. Donc, quand ils sont sur le chantier, ils ont fini un soufflage dans un HLM, dans un logement, ils font signer que tout s'est bien passé. Et là, on n'est pas passé sur du 365. Parce que techniquement, le form ne répondait pas à tout, notamment à la signature directe. Et surtout, le form, il est forcément connecté. Donc, on est parti chez eux sur la solution Kizeo qui fait du formulaire totalement déconnecté. C'est-à-dire qu'on peut, hors connexion, on a tout le formulaire et ainsi de suite. Sinon, on serait parti, on avait benché le form, mais le Cambrésis a eu raison de la solution Microsoft là-dessus. Pour l'instant, après, quand on sera à la 5G, ça changera peut-être. Je vais accélérer. Non, t'inquiète pas, tu n'as pas le même temps que les autres. C'est normal. Alors, le deuxième exemple, c'est un fabricant en quincaillerie de bâtiments.
Donc, quincaillerie du bâtiment, des gens qui font des seuils à rupture de pont thermique, des choses comme ça. Ils ont une gestion de stock de matières premières qui est très compliquée, d'abord parce que c'est leur modèle qu'ils font fabriquer en Chine, donc avec les coûts d'appro, les temps de bateau, des choses comme ça. Flambée des matières, les ruptures actuelles, etc. Bref, c'est un vrai cauchemar, et c'est un cauchemar, tout ça, sur 3 000 à 4 000 références. Donc en fait, ce qu'ils faisaient aujourd'hui pour calculer leur réappro, ils font leur réappro sur un stock minimum. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils sortaient les données de l'ERP pour avoir le petit tableau que vous avez là. Et dans le logiciel, elle avait mis sa formule de calcul pour calculer à partir de ça son stock mini. Et puis après, elle allait retaper son stock mini dans l'ERP. Donc là, on est sur un usage du tableau Excel qui est pertinent. Ce qu'on a fait chez eux, c'est ça. Donc j'ai gardé son tableau. Là, Excel, moi, il m'allait très bien. Pour faire ce travail-là, il m'allait très bien. Juste ce qu'on a fait, c'est qu'on a enrichi le tableau avec un petit bout d'attaque de données à l'intérieur. Donc là où avant, elle faisait un extrait de données qu'elle mettait dans Excel, maintenant le tableau Excel, il va lire directement en base et il fait ça tout seul en appuyant sur un bouton. Elle a son calcul mini-maxi calculé par sa formule à elle et recopié dans le choix final. Pourquoi? Parce que si ça dépend, ça dépasse. Parce que même si vous avez une formule calcul qui vous donne un stock mini, sur 1 ou 2 produits, vous savez quand vous êtes une PME que votre formule elle va pas être bonne. Parce que vous savez qu'il y a une très grosse commande qui arrive, qu'elle n'est pas encore dans le RP, que vous ne pouvez pas faire de données dessus. Mais pourtant, vous savez, le commercial vous l'a dit, le dossier est en cours de signature, et que si vous approvisionnez pas 3 mois à l'avance, c'est mort quand c'est des containers qui viennent de Chine. Et donc, on s'est réservé la possibilité que par exception, de manière intelligente, elle aille forcer ces résultats-là. Et on a un deuxième bouton, quand elle a terminé son travail, le RP est mis à jour en direct. Elle gagne 2 à 3 jours de travail par mois, avec ce petit tableau qui représente une journée de travail à faire. Un truc comme ça, c'est bidon. Enfin, faut le tester bien, etc. Mais c'est pas quelque chose de haute voltige technique. Donc ça fait quand même 3 x 12, 36 jours de travail qu'on remplace par une journée. Et c'est 36 jours fois X années. D'une directrice des achats en plus. Voilà. Maintenance industrielle. J'ai encore 5 minutes, je crois. Maintenance industrielle, donc là, c'est une entreprise de maintenance industrielle qui gère une centaine d'affaires en parallèle et qui a besoin de visibilité sur les avancements. Le problème, c'est qu'elle avait un outil qui était un petit peu compliqué, un tableau de devis dont les commerciaux étaient très habitués. Et en maintenance industrielle, le vrai problème, c'est le temps de réaction, c'est-à-dire que le prix compte moins que votre rapidité de répondre. Vous avez une chaîne d'Arcelor qui est en panne, ils se foutent si ça va leur coûter 10 000 ou 20 000 euros. Ce qu'il faut, c'est qu'ils prennent celui qui vient sous 4 heures. Parce que le prix de l'arrêt de la chaîne, ce n'est pas 10 000 ou 20 000 euros. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait ça, coproduction avec Julie d'ailleurs. Donc, on a gardé leur tableau de devis technique Excel. Ils y étaient habitués, ils avaient l'habitude de travailler avec. Juste, il a été enrichi d'un certain nombre de fonctions automatiques qui fait qu'ils s'intègrent dans le workflow de leur ERP. C'est-à-dire qu'ils ouvrent un tableau, ça prend un numéro de devis, ils valident le tableau, ça crée l'affaire, ça descend le budget. Et après, grâce à tout ça et un petit outil de saisie d'avancement, Julie, elle extrait les données pour nous faire ça. Un merveilleux tableau de suivi des avancements. Puisque cette société est encore très tableau. Oui, ça c'est. Mais les autres pages ne sont pas des tableaux. On ne le voit pas, mais. J'aurais dû te consulter pour choisir la bonne. C'est ça. Alors, quelques règles. Bon, je vais passer vite parce qu'on a déjà parlé. Un, c'est un outil parmi d'autres, donc on pense besoin avant de penser outil. Ça, c'est de bon sens. Mais il faut vraiment réfléchir comme ça. On n'oublie pas que les outils digitaux, alors la plupart des études le disent, un ERP, etc., c'est là pour au moins 10 ans dans l'entreprise. Ça dure plus longtemps qu'un PC. Donc, on pense à l'avenir. On ne se dit pas, mon truc, il est là pour une journée ou deux. Si on a un besoin qui est récurrent, donc sauf besoin de maquettage, on pense à l'avenir et on pense que ça doit durer dans le temps. Donc, on pense à créer quelque chose qui va répondre à la question où est-ce qu'on en sera dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Alors, j'aurais pas dû laisser faire le stagiaire parce que je crois, Roy, il n'a pas bien compris. Roy, c'est bien sûr retour sur investissement. Donc, c'est le stagiaire. Donc, on pense rentabilité globale.
et on évite le Il y gaspillage, a un petit smiley. surtout. Vous êtes un grand comique, là, François. Ouais. C'est une carrière ratée. Hein. On pense processus. D'un seul coup, tout de suite, on pense processus. Alors, je rappelle, j'ai encore 5 minutes. 3, 35. J'ai chez moi le premier numéro de 01 informatique qui date de 1966. Alors, tout est faux dedans. La taille d'une salle informatique, le prix à mettre, tout est faux. Il y a un truc qui est vrai, il le disait déjà en 66, traitement automatique de l'information, on réfléchit d'abord à ce qu'on doit faire avant de le faire, quoi. C'est un industriel qui achète une machine-outil, à quelques exceptions près, il ne se dit pas « Oh, cette machine-outil est belle, je vais l'acheter, je vais voir après ce que je peux en faire. » Surtout au prix qu'elle coûte. Il se dit d'abord « J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de quelle capacité, quelle est la machine qui va répondre ?» L'informatique répond exactement aux mêmes éléments. L'informatique, littéralement, traitement automatique de l'information. Alors, c'est pas marrant, c'est pas amusant, c'est pas sexy, c'est pas tout ce qu'on veut, mais c'est la réalité. Donc, on pense d'abord au process qu'on doit traiter et après à l'outil qu'on doit mettre en face pour les traiter. Là encore, c'est le comptable qui parle. Et on pense humain. Vous aurez reconnu le concombre masqué. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder Concombre masqué, une vraie leçon de management. Alors, la digitalisation, comme tous les changements, c'est un changement stressant. Il est plus stressant que les autres parce que il touche à des notions d'abstraction que, c'est pas moi qui le dis, ce sont les neurosciences, qui ne sont accessibles qu'à peu près 15% des personnes. C'est-à-dire que quand pour 100 personnes, je vais faire de la conduite du changement, il y en a 85 et à tout niveau, et ça ne dépend pas, c'est déconnecté du niveau d'intelligence en fait de la personne, la capacité d'abstraction. Il y en a 85 qui n'ont pas la capacité d'abstraction. Or, quand on digitalise, nécessairement, on est sur cette notion d'abstraction, puisqu'on transfère un monde réel dans un monde numérique qui n'a pas de réalité tangible. Et c'est ce qui fait que la conduite du changement dans le digital, elle est même beaucoup plus stressante que quand vous changez quelqu'un de machine-outil, par exemple. Un programmeur qui avait l'habitude d'une machine à commande numérique à 4 axes et qui passe sur une 5 axes, il va hésiter un petit peu, mais c'est une machine à commande numérique, quoi. Il la touche, il voit ce qu'elle fait, il comprend. Du digital, excusez-moi, quand vous commencez à dire à quelqu'un « Ah bah ouais, j'ai pas reçu ta réunion parce que tu n'es pas sur le bon tenant », ici, dans cette réunion, tout le monde comprend. Et encore, peut-être pas. Moi, ça fait pas longtemps. Maintenant, sortez dans la rue, vous attrapez quelqu'un, vous lui dites si je te dis que tu n'es pas sur le bon tenant, tu comprends ce que ça veut dire. Voilà, enfin, donc c'est pour ça que le digital, il faut être attentif. C'est bien plus compliqué que tous les autres changements dans l'entreprise parce que ça va toucher aux notions de silos, de données. Les gens ont l'impression qu'ils ne vont pas y arriver. Il y a une espèce de blocage avec l'informatique, comme il peut y avoir avec les mathématiques à l'école, qui n'a pas de raison d'être, mais qui est là. Donc, c'est le point attentif. Pour terminer, je prends 1 minute. Quand je travaille avec les clients, j'ai 5 règles de travail. J'en ai pas 10, j'en ai que 5. Et je vérifie que tout ce que je fais rentre dans ces 5 règles. Et c'est comme ça qu'en général, j'ai le sentiment, je n'ai pas encore de clients qui m'ont mis dehors avec des grands coups de pied dans le derrière, donc c'est que ça ne doit pas être totalement déconnant. 1, une vision stratégique claire. C'est-à-dire que vous ne digitalisez pas un truc quand vous ne savez pas ce que ça va devenir et où vous voulez aller. Alors, on va me parler d'agilité, on va me dire que ce n'est pas toujours facile, etc., ce qui est vrai, hein, ce n'est pas des absolus. Mais si vous avez une entreprise et puis qu'elle vous dit, bah voilà, l'an prochain, je veux tripler ma production, et qu'elle a un projet sérieux pour ça, vous n'allez pas réagir quand vous allez digitaliser de la même manière que si l'entreprise, elle vous dit, bah voilà, mon marché est plutôt en décroissance. Voilà, il faut que l'entreprise sache où elle va, et surtout par rapport au digital, il faut qu'elle ait analysé, d'ailleurs quand on a des opérations avec les Hauts-de-France, c'est un début d'opération et c'est imposé, on a un diagnostic stratégique en amont. C'est-à-dire que l'entreprise doit identifier par rapport au digital ses forces, ses faiblesses, quelles sont les menaces qui sont générées, quelles sont les opportunités qui sont générées, et ainsi de suite, pour savoir où on va. Ça ne sert à rien si vous identifiez que telle partie de votre métier est mort, de réfléchir à le digitaliser. À la limite, vous laissez le RP terminer sa vie, puis vous passez à autre chose sur les activités qui marchent, quoi. Enfin, donc, il faut savoir. Deuxième chose,
toujours penser à la conduite du changement. Même si on se dit non, non, il n'y aura pas de problème dans mon entreprise, règle de base, pour la raison que j'ai dit avant, il y en a. Il y en a parce que ça fait peur, etc. Et ça, c'est quelque chose à anticiper. Règle 3, c'est presque ma préférée. Les données digitales ne doivent être que le miroir de la réalité. Il faut que l'informatique et que le digital restent très modestes. L'ordinateur n'a rien inventé, le digital n'invente rien. Votre stock sur Internet, ça n'est qu'un stock de marchandises. Les problèmes commencent, c'est quand le stock que vous avez en magasin, ce n'est pas le même que le stock que vous présentez sur Internet au client. Parce que votre client, lui, si vous lui dites « Ok, je peux te livrer » et que vous n'êtes pas livré, il ne va pas comprendre. Donc, l'informatique marche bien quand elle est le miroir de la réalité. Et l'informatique et le digital commencent à être déconnants quand il arrête d'être le miroir de la réalité, surtout dans le business process. On soigne les détails. Il m'est arrivé de voir des projets ERP qui se plantent parce que dans tous les cadrages de départ, il y avait un petit détail qui n'avait pas été vu et que ce détail est tellement important qu'il vient bouleverser complètement la manière dont les processus avaient été mis en place. Et que si on ne l'a pas vu au départ, après, c'est toujours un peu embêtant. Ça, c'est un récurrent. Ça peut être plus ou moins grave, mais j'ai déjà vu des projets ERP complets capoter à cause de ça. Et le dernier point, je l'ai déjà dit, pas d'intelligence dans les processus automatiques. L'informatique n'est pas intelligente, et dans intelligence artificielle, il y a beaucoup plus d'artificiel que d'intelligence. Un bébé de 2 ans et demi, il voit 3 fois un petit chat, il sait reconnaître un chat dans 95% des situations. Un ordinateur, quand vous entraînez une intelligence artificielle, vous lui avez montré 2000 ou 3000 chats, il n'est pas encore aussi bon que le gamin de 2 ans et demi. Voilà, savoir, hein, quand vous faites du CAPTCHA où vous montez des bus et vous devez identifier le bus, en fait, vous entraînez une intelligence artificielle qui met énormément de temps parce que moi, je suis sûr que j'avais mis que c'était un bus, mais il n'a pas reconnu, quoi. Donc voilà, ces 5 règles-là, pour choisir l'outil Excel comme pour tous les outils digitaux, normalement, on s'en sort avec ça et je suis presque dans les temps. Merci beaucoup François.